Eh bien, pour pouvoir décrypter un message, soit dans une œuvre alchimique, soit dans une œuvre tout court, qui peut comporter aussi un message alchimique, encore faut-il comprendre le langage de l'alchimie. Et là, il faut déjà être au clair sur le fait qu'il y a deux types de langage. Il y a le langage exotérique, littéral, on va l'appeler normal et classique, et puis il y a le langage ésotérique, c'est-à-dire ce langage double. Ce langage où on dit une chose et en même temps on en dit une autre, voire encore une autre. Un langage qui permet plusieurs interprétations à plusieurs niveaux. En d'autres termes, l'alchimie s'exprime par un langage ésotérique, c'est-à-dire un langage crypté. Alors, première question légitime, pourquoi utiliser un langage crypté? C'est quand même compliqué, vous ne trouvez pas? Alors, pourquoi crypter un langage? Ce serait tellement plus simple, a priori, de parler clair et net, vous ne trouvez pas? En fait, il y a de très bonnes raisons. La première, vous vous rappelez que la première étape de l'alchimie consiste à tuer la matière sale et vulgaire pour lui permettre une ouverture et donc accéder à une information qui, en finalité, va lui permettre d'être une matière plus subtile, plus volatile, plus raffinée. On va dire ça comme ça. Eh bien, si je transpose ce principe sur nous-mêmes, quelle est la partie de l'humain qui est le plus, on va l'appeler, on va dire le plus sale, pour ne pas dire le plus humble? Ben, c'est notre ego. Donc, si un alchimiste prend au pied de la lettre l'idée que la première chose qu'il nous faut corriger en nous, avec amour et douceur, mais corriger quand même, c'est notre ego, on peut comprendre pourquoi il y a beaucoup d'alchimistes qui ont préféré ne pas mettre de nom et de date à leur découverte. Ou alors, ils ont préféré écrire en utilisant des pseudonymes. Ça, c'est la première raison qui fait que il y a des choses cryptées. Alors là, on ne parle même pas encore de l'œuvre alchimique et de son message, mais rien que de ses références, ce qui permet quand même de situer une œuvre. C'est déjà important. Ensuite, une autre raison, c'est parce que tout message, tout enseignement se mérite. Ça, ce n'est pas le fait de l'alchimie. Si moi, je veux enseigner quelque chose à un élève et que je lui donne tout sur un plateau, l'élève ne faisant aucun effort pour comprendre par petite étape un sujet quel qu'il soit, il ne va rien retenir en vérité. Alors que si je donne certaines informations à l'élève, sur un problème de maths par exemple, et que cet élève petit à petit, il va se donner du temps pour réfléchir, essayer de comprendre, à reculons ou pas, peu importe, lorsqu'il va comprendre des notions, parce qu'il a fourni un certain effort par lui-même, il va vraiment la retenir. Et bien quelque part, l'alchimie c'est la même chose. L'alchimie c'est enseigner à toute personne qui le veut bien qu'il y a une réalité autre que le monde de l'endroit. Mais ça, c'est si on veut bien. Et si on veut bien, alors on fournit un certain effort, on persévère. Une autre raison, l'alchimie parle de l'éternité pour l'éternité. Alors, si l'alchimie s'exprimait essentiellement au travers d'une langue, quelle qu'il soit, imaginons aujourd'hui langue internationale, l'anglais, la langue, il faut déjà la maîtriser. Elle exige la connaissance de la syntaxe, de l'orthographe, de la grammaire, de la conjugaison. C'est bien complexe tout ça. Mais si je veux parler de l'éternité pour l'éternité, si je veux utiliser un langage qui puisse être compris au travers du temps et de l'espace, par exemple, il vaut mieux faire un dessin. À défaut de signes, si on peut se filmer, peut-être des signes, mais sinon des dessins. Par exemple, on va utiliser des symboles. Finalement, les alchimistes, ils n'ont rien inventé. Aujourd'hui, quand la NASA envoie des satellites destination l'infini et l'au-delà, dans l'espoir qu'un extraterrestre trouve ce satellite, eh bien dedans il y a un message qui leur est destiné, et ce message est fait de dessins et de symboles. Il n'est pas fait d'une phrase, sujet, verbe, complément en anglais. Et pour les alchimistes, c'est la même chose. Enfin, une autre raison évidente aussi, c'est pour échapper à la censure. Alors là, ça vaut aussi la peine de s'arrêter, parce que dès qu'on parle de langage crypté, tout le monde a l'idée que c'est essentiellement pour échapper à la censure. Moi, je suis d'avis que c'est le contraire. C'est essentiellement pour toutes les raisons que je vous ai données, mais pas forcément pour échapper à la censure. Et je m'explique. L'alchimie est un réceptacle de savoirs extraordinaires qui ont été reconnus depuis l'aube des temps jusqu'au Moyen-Âge. En Europe, qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge? C'est que la nouvelle Église chrétienne devait s'imposer. Elle devait faire le vide. Il fallait qu'elle censure l'alchimie pour qu'elle lui donne une place. Mais remarquez, ça n'a pas empêché nombre de moines et de nonnes d'être des alchimistes. Je vous donne un exemple. Hildegard de Bingen, dans les années 1100,
C'est une femme qui, de son vivant, a été décrétée 3e doctoresse de la chrétienté, c'est pas rien. Elle a écrit des livres incroyablement mystiques, pas moins allégoriques que la fameuse table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, dont un livre qui s'intitule La pierre d'émeraude quand même. C'est-à-dire qu'elle donne des recettes sur comment se guérir en utilisant l'émeraude. Au Moyen-Âge, étant donné qu'officiellement l'Église a censuré l'alchimie, quand bien même elle était au fait que des religieux la pratiquaient, effectivement, plus que jamais, là, il a fallu inventer un langage à plusieurs entrées, de manière à dire que ce symbole, c'est pour faire plaisir au discours officiel, et c'est aussi pour dire des choses différentes aux initiés. Puis il y a une autre raison dont on ne parle pas. C'est la raison de l'alchimiste maladroit, ou pas très généreux. Quand un alchimiste veut crypter un savoir, et ma foi, il le crypte trop, eh ben, je vais vous dire qu'il y a vraiment des alchimistes obscurantistes, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien de ce qu'ils disent. Et puis, si un alchimiste, d'un côté, il veut bien faire savoir aux descendants ce qu'il a compris de l'alchimie, mais en fait, pas tout à fait, en fait, il délivre son savoir qu'à moitié. Et là, on a affaire à un langage crypté, mais pour le coup, c'est même pas pour échapper à la censure. Moi, je dirais que c'est pour être parce qu'on est maladroit ou parce qu'on n'est pas autant généreux que ça. L'alchimie s'exprime en utilisant un langage crypté, qu'on appelle aussi d'ailleurs le langage des oiseaux, parce que c'est un langage volatile, qui parle de choses subtiles. Bref, de quoi est fait le langage des oiseaux, le langage crypté? Eh bien, de jeux de mots, si je devais le résumer en une seule expression. On joue avec les mots, on joue avec le verbe, on joue avec le langage. On s'amuse. Autant dire que s'il y a des champions du jeu de langage, ce sont certains artistes qui ont gardé un âme d'enfant, ou les enfants tout court. Alors donnons des exemples concrets, ce sera plus simple. Chaque culture va crypter des petits principes alchimiques, spirituels, chacun à sa manière, parce que chaque culture a une certaine sensibilité. Mais effectivement, si moi je trouve un jeu de mots dans une langue, je ne pourrais pas le retrouver dans une autre langue, hein, mais ça n'enlève rien que chaque langue appartient à une certaine culture et que chaque culture a une certaine sensibilité. Donc chacun va crypter ce qui lui est plus important à ses yeux. Donc, si je parle d'anagramme, c'est-à-dire trouver un deuxième sens en lisant le mot à l'envers, j'aime beaucoup le mot anglais live, vivre, parce que lu à l'envers, c'est evil. Evil, c'est le mal. Mais si je comprends bien l'anagramme, evil, c'est pas le mal, le mauvais. Evil, c'est la vie à l'envers. C'est le monde de l'envers, donc, qui n'a rien de mal. C'est juste l'au-delà. Un autre exemple que j'adore en français, le verbe rêver. Vous pouvez le lire à l'endroit, vous pouvez le lire à l'envers. Le rêve, c'est bien un pont entre le monde de l'endroit et le monde de l'envers. Un autre exemple de langage des oiseaux, c'est lorsqu'on trouve des sens à l'intérieur du mot, par des jeux de sons. Lorsque je dis la matière, chacun entend ce qu'il veut. Certains entendent la matière et d'autres l'âme tiers. En d'autres termes, la matière, c'est un tiers d'âme. Donc, corpus, anima et spiritus, d'accord? Si je dis la magie, on peut entendre la magie ou bien l'âme agit. Donc la magie, c'est lorsqu'on laisse l'âme agir. C'est pas beau ça? Voilà des exemples, mais on en a encore d'autres. Par exemple, les lettres hébraïques, de par leur forme, sont des lettres sacrées. Rien que la lettre donne déjà des sens. Et puis, il y a encore l'étymologie. Si je prends le mot latin persona, une personne. Vous savez, persona, ça veut dire per à travers, et sona de sonare, jouer de l'instrument, hein, un son de musique. En d'autres termes, une personne est celle qui se laisse traverser par le son. Si maintenant j'ajoute le précepte d'Hermès Trismégiste, qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, la physique quantique nous dit que l'univers est un son. J'ai mis un moment pour comprendre, mais peut-être que ce qu'ils veulent dire, c'est que l'univers est un instrument de musique. Et à l'image de l'univers, nous sommes nous aussi des petits instruments de musique sur pattes. La question est de savoir si on émet des sons harmonieux, au diapason. Vous voyez comment le langage musical est aussi un langage thérapeutique. Voilà. Mais persona nous indique déjà que l'être humain est un instrument de musique sur pattes. Outre les jeux de mots, les messages alchimiques se transmettent beaucoup par la métaphore et l'allégorie.
Ce qui fait que les mythes, les contes, les comptines, les fables, dans la poésie bien sûr, qui donne une place royale à l'allégorie, à la métaphore, eh bien il faudra toujours veiller à un double message, voire un triple, parce que peut-être qu'une comptine est une histoire d'enfant, peut-être qu'une comptine est aussi une histoire d'alchimiste. Par exemple, prenons la comptine des 7 nains. Ces 7 nains qui tous les matins, héros, vont au boulot. Et pourtant, on ne les voit jamais vendre leur métal précieux. En fait, les nains ne sont pas des nains, ce sont surtout des gnomes, du mot gnose, qui veut dire celui qui sait. Et en fait, qu'est-ce qu'ils savent, ces 7 nains? Ils savent que le précieux, la pierre précieuse, se trouve au fond de la caverne, au fond de la matière. Transposons pour nous-mêmes, ce qui est précieux, nous l'avons à l'intérieur de nous. C'est ça, le talent de ces 7 gnomes. C'est d'être une allégorie que on s'initie à partir du moment où on comprend que ce qui est précieux est à l'intérieur de nous, que ce qui est valable, ce qui est une valeur, est à l'intérieur de nous. Nous ne dépendons pas de la reconnaissance extérieure pour prendre conscience de notre valeur. C'est à nous de la chercher à l'intérieur de soi. Et en même temps, cette histoire des 7 nains, des frères Grimm, qui étaient des alchimistes allemands notoires par ailleurs, c'est aussi intéressant parce que Walt Disney transpose qu'elle peut. Mais il y a quelques gnomes qui ont des caractères bien trempés. C'est le cas de le dire, trempés, on parle du métal. Or, c'est intéressant parce qu'il y a une allusion que chaque métal a son caractère. Et ça tombe bien, parce que pour l'alchimiste, chaque matière est vibrante, chaque matière est animée. Donc chaque matière a son propre caractère. Eh bien, voyons ça chez les gnomes. Le gnome qui est toujours fâché, énervé, en colère, c'est clairement le fer, métal du dieu Mars, dieu de la guerre. Le gnome qui est complètement ramelos et défait, c'est le mercure, métal, mais liquide. Le gnome qui est vraiment très très sage, le plus sage des 7 gnomes, c'est clairement l'or. Il est d'ailleurs radieux comme le soleil. Et il a un copain à lui qui est aussi très sage, peut-être pas autant, mais presque autant. Et forcément, c'est l'argent. Et puis le gnome qui est toujours de mauvaise humeur, qui est complètement endormi, etc. Mais il est plombé, c'est le plomb. Donc vous voyez comment chaque gnome est une allégorie à un métal et nous rappelle que chaque métal est un être vivant qui a son propre caractère. Et ça sous-entend que l'alchimiste, s'il veut aller au laboratoire avec l'un ou l'autre métal, avec l'une ou l'autre substance, il a intérêt de bien la connaître et de choisir des procédés qui vont convenir à cette substance-là en particulier. Outre la métaphore et l'allégorie, dans le langage ésotérique, l'alchimie utilise aussi les symboles. Alors ça, c'est un des langages les plus riches parce qu'ils ont clairement traversé le temps et l'espace à tel point que les symboles ont été utilisés dans une religion, dans une autre religion, puis par les alchimistes, puis par la franc-maçonnerie. Enfin, en vois-tu, en voilà. Ils sont tellement riches de sens qu'ils ont été utilisés à différents endroits et à différentes époques. Clairement, le symbole est presque un dessin, c'est presque un dessin, c'est un langage privilégié dans le langage ésotérique parce qu'il n'a pas de grammaire, il n'offre aucune complexité d'expression comme on peut le trouver dans une langue. Par contre, toute personne peut, si elle se laisse aller, donner une idée de ce que le symbole exprime. Quitte à se tromper, mais si on se laisse aller, c'est un dessin, un symbole, donc on peut tous en dire quelque chose. Alors que si on ne connaît pas une langue, on ne pourra rien comprendre et rien en dire. Enfin, dans le langage ésotérique, il faut inclure le quadrivarium, c'est-à-dire la connaissance de 4 arts majeurs, à savoir les nombres, la géométrie, l'astronomie et la musique. Tous les lieux sacrés. Toutes les œuvres qui nous parlent d'éternité, de la vie, de l'après-vie, des principes métaphysiques, tous font référence à ces 4 grands savoirs. Les nombres de 1 à 9, chaque nombre, Platon le disait déjà, n'est pas seulement là pour nous servir à faire des calculs. Chaque nombre a sa propre personnalité et représente quelque chose. Le 1 représente l'unité, le 3 représente la vie, le 5 la quintessence.
Autant le 1 est dédié à Dieu, autant le 9 est dédié à la mère. Remarquez que les prières à Marie sont appelées les neuvaines. Vous voyez le rapport. La géométrie. La géométrie est un symbole, finalement. Donc, le carré, quand vous connaissez un côté, vous connaissez tous les côtés à la perfection. Le carré symbolise la dimension matérielle, celle qui est palpable à nos 5 sens. Le cercle, au contraire, pour faire le calcul d'un cercle, il faut faire intervenir le chiffre pi, qui est un chiffre irrationnel, 3,14 à l'infini. Donc on n'aura jamais une idée précise, du périmètre d'un cercle. Par conséquent, le cercle est la forme géométrique qui est dédiée à l'âme. Et lorsque l'âme sort d'un corps mort, il devient donc un esprit. Quelle forme géométrique le symbolise au mieux? Le triangle, parce que sa pointe vers le haut indique justement cette libération de l'âme qui devient un esprit en s'élevant dans d'autres dimensions. Maintenant, pour ce qui est de l'astronomie, il n'y a pas de site sacré sans lien entre la pierre posée par terre et ce qui se voit dans le ciel. Et le site peut être dédié au Soleil, peut être dédié à Vénus, peut être dédié à d'autres astres importants selon où on se trouve sur la planète, mais il y a toujours une relation entre ce que l'homme construit sur Terre et la carte du ciel, la carte céleste. Pour les alchimistes, c'est très clair. Ils se donnent comme surnom les laboureurs célestes. Pourquoi? Parce que chaque opération doit être faite à des périodes bien précises. Et au même titre qu'un agriculteur doit savoir ce qu'il peut cultiver à certaines périodes, l'alchimiste doit aussi connaître les saisons, les planètes, puisque chaque planète a une influence bien précise, et chaque planète va être invoquée ou utilisée dans le process selon qu'il utilise cette substance plutôt qu'une autre. Donc l'astronomie, le zodiaque, les planètes sont des connaissances incontournables pour l'alchimiste. Et enfin, dernière connaissance incontournable, c'est la musique. La musique est en langage universel, évidemment. Il ne manque pas de vocabulaire musical qui nous faut comprendre que la musique est thérapeutique. Que dire avec les découvertes actuelles où on voit que l'ADN peut se dresser lorsqu'elle est exposée à une fréquence musicale bien spécifique, se verticaliser l'ADN. Autant vous dire que si on choisit, entre guillemets, la bonne musique, celle qui nous fait du bien, elle va contribuer à notre verticalisation. Ajoutons que les notes de musique, ce sont 7 clés. Si ce sont des clés, c'est qu'elles ouvrent des portes. Elles ouvrent les portes des 7 paliers d'élévation de la conscience. Et si ce sont des clés, il faut bien des serrures. À mon avis, les serrures qui correspondent à chaque note de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. D'ailleurs, c'est marrant de voir que les hindous, lorsqu'ils veulent équilibrer les 7 chakras principaux, il suffit qu'il y en ait un qui n'est pas équilibré, il y aura donc un dysfonctionnement quelque part dans le corps ou dans l'esprit de la personne. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on joue la note musicale qui correspond au chakra, do, ré, mi, fa, sol, la, si, soit on montre la couleur qui correspond à chacun de ces chakras. Donc on peut dire que si les notes musicales sont des clés, alors la serrure de chaque note musicale est la couleur. Et ce qui est marrant, c'est que quand on dit tonalité, on parle d'une tonalité autant musicale, sonore que chromatique. Donc ça a bien l'air de correspondre.